Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'être présent à cette 3e édition de la Piste pour l'emploi au musée de la Romanité. C'est magnifique avec la vue sur les arènes, avec le soleil. Cet événement n'aurait pas eu lieu sans le soutien financier de l'État, la région Occitanie, le département du Gard et Nîmes Métropole dans le cadre du contrat de ville. Et un merci particulier aussi à la ville de Nîmes qui nous a soutenus sur la logistique de nous avoir prêté la salle aujourd'hui. Au PIMS, lorsque nous avons réfléchi à cette 3e édition, c'est-à-dire à peu près un petit peu plus d'1 an, le thème de l'intelligence artificielle nous paraissait novateur et inattendu. Bon, alors c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Tout le monde parle de l'IA. Souvent l'IA générative, ChatGPT, Gemini, Copilot, et de façon plus ou moins positive, de façon plus ou moins craintive, de façon plus ou moins magique. L'intelligence artificielle, souvent perçue comme une force d'innovation, soulève des interrogations profondes. Comment s'assurer qu'elle serve à tous les citoyens, sans creuser davantage les inégalités? Quels sont les garde-fous nécessaires pour que son utilisation reste inclusive? Rassurez-vous, avec nos intervenants, nous ne voulons pas recréer le scénario d'iRobot. Cet après-midi, nous allons comprendre ce qu'est réellement l'IA, comprendre ses implications pour nos métiers, pour nos missions, et réfléchir aux moyens d'accompagner celles et ceux qui en sont les plus éloignés. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion d'échanger sur les transformations en cours, mais aussi d'imaginer un avenir où l'IA serait un véritable levier d'inclusion et d'efficacité. Préparons-nous donc à repenser nos pratiques, à envisager comment nous, professionnels, pouvons contribuer à une transition technologique plus juste et plus éclairée. Derrière moi, alors je ne l'ai pas affiché, je suis désolée, je vous l'ai affiché, il y a un nuage de mots collaboratifs, je vais l'afficher tout de suite. On vous demande tout au long de la conférence de scanner votre petit QR code que l'on vous a donné à l'entrée et de noter en fait ce qu'évoque l'IA pour vous. Je vais vous présenter nos intervenants. Alors je vais commencer alors je suis très mauvaise de gauche à droite. Yoann Lauré, vous êtes responsable de l'espace numérique du Centre social Jean Paulhan de Nîmes et vous animez des ateliers à destination de tous avec pour objectif la prise en main de l'outil numérique et l'inclusion numérique. Super. Monsieur Deleutre, vous êtes chercheur au CNRS dans l'ingénierie système et réseau. Vous travaillez actuellement dans le département du Gard et vous nous en parlerez un peu tout à l'heure si vous le souhaitez. Madame De Oliveira, vous êtes fondatrice de l'entreprise The Pédagogiste. Vous êtes consultante en hybridation, technologie et innovation appliquée à la formation et à l'insertion professionnelle. Je vous expliquerai un petit peu ce que ça veut dire tout à l'heure. Merci. Cathy Penn, vous êtes directrice de l'agence France Travail de Saint-Césaire. Et Monsieur Balaise, du coup, vous êtes conseiller à l'agence France Travail de Saint-Césaire également et référent numérique. Voilà. Et ben, je vous remercie. Alors, on va regarder un petit peu du coup ce que vous avez mis. Ah bah ça continue, merci beaucoup. Donc le premier mot qui, en fait, plus vous êtes à utiliser le même mot, plus il apparaît en grand. Donc vous êtes plusieurs à avoir donné outils, soutien, futur, artificiel, interrogation, progrès, crainte, fracture numérique, bouleversement, nécessaire, faciliter la vie administrative, les algorithmes. Voilà, robots et révolution reviennent beaucoup. Et dessus, je vous laisse la main, Monsieur Deleutre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai pas prévu de transparent pour me présenter, mais je crois que ce que vous avez dit, c'est amplement suffisant. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Depuis quelque temps, un nouveau terme est apparu dans les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Je vais rapidement dresser en une seule slide le constat. Je me suis amusé à faire une recherche du nombre de fois où est tapé ce mot sur le moteur de recherche Google, avec leur outil Google Trend. On voit rapidement qu'il y a une différence de nombre de saisies du terme entre intelligence artificielle et IA, avec une évolution rapide dans les années 2022. Donc c'est un terme très recherché dans Google. Tellement recherché que le gouvernement français a mis en place un programme France 2030 pour faire de la France le leader de l'intelligence artificielle en recrutant les meilleurs chercheurs et en bâtissant des clusters très compétitifs. Les grandes écoles d'ingénieurs se sont emparées aussi de l'IA, l'école polytechnique, Télécom Paris, Epitech, qui ont créé des masters spécialisés, des formations spécialisées en intelligence artificielle.
la Ligue de football professionnelle de Belgique s'est équipée d'une technologie IA pour améliorer la fluidité du jeu, la formation, le suivi des joueurs. Et enfin, des images générées par IA ont été utilisées dans le cadre de la campagne électorale de M. Trump, où on le met en scène en train de sauver un chat et un caneton de la noyade, alors sans doute pour acquérir de nouveaux électeurs. Alors, au-delà de sa popularité, l'IA semble porteur de multiples espoirs et de promesses, avec toute une liste de secteurs d'activité avec de grands impacts et des finalités explicites comme la réduction des défauts bancaires, l'anticipation des risques d'assurance et un meilleur ciblage des clients. L'assistance des médecins aussi dans leur diagnostic et enfin l'amélioration des transports. J'ai noté des phrases chocs qu'on retrouve sur les discours des médias informatisés. L'IA va changer nos vies, des emplois vont disparaître, ça va changer la société et j'ai même trouvé aussi une IA qui permet d'échanger avec Jésus. Dans la partie suivante, je vais vous expliquer pourquoi ces imaginaires circulent dans les médias. Pour cela, on va mettre à jour l'essence des notions caractérisant l'objet, toute la rhétorique qui est utilisée dans les médias, la symbolique et les imaginaires qui circulent. Pour bien comprendre l'objet, établir des vérités, lever des confusions, déceler tous ces imaginaires, nous allons méthodiquement déconstruire l'expression intelligence artificielle avec 3 disciplines, l'étymologie, la sémiotique, la science de l'information et de la communication. En effet, l'appellation linguistique intelligence artificielle n'est pas anodin. C'est le célèbre chercheur Yves Jeanneret de l'université Paris-Sorbonne qui nous explique que l'imaginaire contenu dans les mots et les images fait davantage qu'accompagner les objets, il les constitue. En d'autres termes, nous faisons une représentation visuelle de l'objet et de la sorte le nom choisi contient des sous-entendus. Je vous propose d'aller à la recherche de ces sous-entendus, premièrement avec une analyse sémantique, la définition du terme intelligence, qui a 2 notions, à la fois des fonctions mentales d'organisation du réel en pensée, ce qui convoque des capacités, ou bien l'habilité à tirer parti des circonstances, et là on peut avoir plus ou moins d'habilité, donc il s'agit de performance. Donc une polysémie de sens de ce terme intelligence qui fait déjà naître une première ambiguïté. L'artificiel se définit, c'est dû à l'art, c'est fabriqué, fait de toutes pièces, ça imite la nature. Donc l'objectif de l'IA, c'est d'imiter l'intelligence, c'est ce qui fait naître déjà un anthropomorphisme, c'est-à-dire c'est lorsqu'on attribue des caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités, des dieux, des animaux ou des objets. Pour conclure cette rapide analyse, on ne peut pas aller trop loin, l'IA veut reproduire l'intelligence humaine par la machine, ce qui renvoie à l'idée d'une compétition entre l'homme et la machine constante, ce qui associe une idée de conscience des machines, ce qui n'a pas lieu d'être, la machine n'a pas de conscience, et enfin l'abréviation IA, c'est un mot passe-partout qui permet de faire circuler facilement le concept dans tous les médias. Après l'approche sémantique, il faut s'intéresser aussi aux représentations visuelles de l'IA dans les médias informatisés. Les bâtisseurs de sites web, ceux qui parlent de l'IA, construisent des visuels, des objets qui contiennent des motifs récurrents. On va essayer de les faire apparaître, de les mettre en valeur, de leur organisation spatiale à l'aide d'outils de compréhension. Alors pour cela, j'ai battu les éléments d'un corpus. J'ai fait une recherche Google en tapant le mot intelligence artificielle et en filtrant par image. Alors vous voyez, elles se ressemblent toutes. Il y a des motifs très récurrents, notamment les couleurs, des couleurs noires. Il y a des points de convergence, vous voyez, lumineux, des têtes humanoïdes, des robots, des circuits intégrés. Alors, je vais essayer de vous les expliquer sans prendre parti, de façon plutôt objective, en m'inspirant de la symbolique des couleurs. Par exemple, le bleu a tendance à symboliser la paix ou le calme, ou alors la profondeur du ciel et de la mer. La profondeur comme une taille, une dimension, voire infinie. Comme si les auteurs de ces images choisissaient cette couleur pour symboliser les possibilités infinies de l'IA. Les circuits intégrés, quant à eux, qu'on retrouve un petit peu de partout dans ces images, sont là juste pour rappeler l'aspect technologique de l'IA.
Après, on voit un paradoxe entre la couleur noire, et je vous en ai parlé tout à l'heure, des points de convergence lumineux. Le noir, s'il représente le luxe et la tristesse, symbolise souvent l'ignorance. Tandis que la lumière, elle, symbolise, comme vous le savez tous, le savoir et la connaissance. Donc, comme si l'IA avait le pouvoir de lever l'ignorance pour accéder au savoir. Voici les motifs récurrents que l'on trouve dans les représentations visuelles et qui sont très parlantes et qui contiennent des sous-entendus. Enfin, la tête humanoïde fait référence à l'anthropomorphisme dont je faisais référence précédemment, comme quoi l'IA peut prendre l'apparence humaine, remplacer l'individu et se substituer à l'homme. Pour aller pousser encore plus loin dans l'analyse et de l'émergence de l'IA, je me suis intéressé au discours et à la quantité importante de discours d'escorte spéculatifs sur les médias informatisés. Par exemple, sur le site Amazon, si vous tapez intelligence artificielle, vous avez plus de 500 références de livres, de bouquins autour de l'IA, la vulgarisation, les bonnes pratiques. J'ai trouvé une vieille statistique datant de 2017 sur Twitter, appelé X maintenant, plus de 500 000 mots, publications autour de l'IA. Sur Facebook, 3 millions de publications. 7500 personnes suivent le mot-clé IA. Sur LinkedIn, c'est plus de 28 000 personnes. Avec des événements en tout genre, des films, des séries, des salons, et aujourd'hui, cette conférence, ça n'est bien la preuve. Alors là, j'ai fait une capture d'écran de quelques articles publiés sur les médias. Pour 40 $, cette application vous donnerait la date de votre décès. Gagner de l'argent, des discours spéculatifs, ça revient à chaque fois, hein, lorsqu'il y a une apparition d'une nouvelle technologie. Lutter contre la mafia, la révolution, ce mot-clé est apparu aussi. C'est très souvent lorsqu'une technologie apparaît qu'on convoque le phénomène de révolution. Le film à l'assaut de l'amour et le fait qu'on a du retard. Ça, c'est très courant lorsqu'une nouvelle technologie apparaît. C'est ce que les scientifiques appellent l'injonction technologique, qui place toute une société dans l'obligation d'une part de reconnaître absolument que le neuf est du nouveau, et d'autre part de se mettre résolument en position d'apprentissage permanent, afin de ressentir sans cesse quelque culpabilité d'avoir du retard. Les discours sur les médias informatisés usent du concept de totalité. Tout voir, tout faire. Ce qui renvoie à la notion de panoptisme. C'est un concept proposé par le philosophe Michel Foucault dans son ouvrage « Surveiller et punir ». Le panopticon est une prison circulaire au milieu de laquelle les surveillants sont enfermés sur une tour et sont donc invisibles et surveillent la masse. Certains dispositifs IA sont des dispositifs panoptiques. Les IA récoltent vos données sans être vues, font une analyse de ces données pour prendre une décision. Et de là, on fait rapidement l'analogie entre le triptyque de Foucault, corps, savoir, pouvoir, en remplaçant par des verbes d'action. On collecte des informations du corps pour analyser, pour obtenir un savoir et pour prendre une décision et avoir le pouvoir sur les hommes. Par conséquent, ces discours-là, ils portent des valeurs de surveillance et de contrôle qui est déjà inscrit dans la technologie Internet. Car je vous le rappelle, Internet a été créé pendant la guerre froide, une période d'armement, de terreur, d'espionnage, de commandement, de contrôle. C'est dans ce contexte de surveillance et de contrôle qu'est né Internet. C'est pour cela que la plupart des technologies qui sont bâties sur Internet héritent de ces valeurs. Et l'IA n'y manque pas. Mais qu'est-ce que l'IA véritablement? Je ne vais pas rentrer dans une grande définition, parce qu'il y a autant de définitions que de sites web, mais je vais rappeler quand même des événements importants. Le terme intelligence artificielle a été inventé par deux pionniers de la recherche en data science en 1950, John McCarthy et Mervyn Lynn Minsky. Plus tard, en 1956, Alan Turing a introduit le concept de machine universelle et pose la question, les machines peuvent-elles penser? J'ai écrit une définition de l'IA qui me convient. Comme je vous disais, il y en aura, mon collègue après en présentera une autre. Pour moi, c'est un programme informatique qui permet de simuler l'intelligence humaine, l'apprentissage, la compréhension, à l'aide de fonctions propres du vivant, comme la rationalité, raisonnement, mémoire. Et c'est des processus qui peuvent s'améliorer, pour certains, de façon itérative. De quoi est composé l'IA? Il est composé de 4 grands facteurs principaux. À gauche, ici, vous le voyez,
Il s'agit d'algorithmes, ces algorithmes qui sont des suites d'étapes permettant d'obtenir un résultat. Ah oui, merci. Des bases de données, voilà, des bases de données symboliques qui sont liées entre elles, qui permettent de se référencer, et des clusters de calcul, c'est des bâtiments remplis d'ordinateurs, plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs, avec des microprocesseurs, de la RAM, des composantes internes, qui permettent de faire du calcul parallèle pour augmenter la rapidité des calculs. Mais qui dit calcul, pour mettre en musique évidemment ces trois composantes, il ne faut surtout pas oublier un outil précieux, essentiel dans la vie de tous les jours, les mathématiques. Les mathématiques, en IA, c'est surtout des probabilités et des statistiques. L'IA n'est pas simplement un outil, j'ai vu le terme tout à l'heure écrit dans le nuage de mots, c'est surtout maintenant une discipline scientifique à part entière. Au début de l'IA, c'est pas tout nouveau, dans l'Antiquité, le golem était un être artificiel qui permettait d'assister et de défendre son créateur. Puis en 1957, le perceptron de Frank, Rosenbolt, reconnaît le contenu d'image et permet même d'identifier des formes géométriques classiques. En 1966, le premier chatbot, Elisa, conçu par Joseph Weizenbaum, capable de converser avec une personne humaine. C'est pas tout à fait nouveau, vous voyez. En 1997, un ordinateur bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, en 2 parties. Les IA sont conçues, il y a des tonnes d'IA, évidemment, hein, vous allez vous présenter des cas pratiques, je sais tout à l'heure. Moi, je reste plutôt dans une approche globale et théorique. Il y a 2 grands courants. Il y a les courants symboliques qui cherchent à modéliser la pensée humaine par la manipulation de symboles et d'algorithmes. Et il y a le courant numérique qui, lui, vise à modéliser directement le cerveau. Ce qui donne naissance à 3 grandes catégories IA, les IA discriminatives, prédictives et génératives. Les IA discriminatives permettent de faire une reconnaissance d'images, de sons, de mots, de langues. Les prédictives permettent de faire des prédictions comme la météo, le ciblage client, ou alors les véhicules autonomes. Et les IA génératives génèrent du contenu, quel que soit le type, du texte, des sites web, j'ai même vu des sites web, du code informatique ou de la voix. Il y a une catégorie aussi d'IA qu'on appelle le machine learning, qui sont des algorithmes évolutifs d'apprentissage qui peuvent être supervisés, non supervisés et par renforcement. Pour les machine learning supervisés, ça donne naissance au deep learning qui s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels. Je ne rentrerai pas plus dans le descriptif de l'IA. Je vais surtout m'intéresser à son appartenance au groupe d'objets de la nouvelle technologie. Est-ce une nouvelle technologie de l'information et de la communication? Voilà, c'est ça la question à laquelle je souhaite répondre aujourd'hui. Selon Yves Jeanneret, ce célèbre chercheur, je vous en parlais, que j'ai eu la chance de côtoyer, une nouveauté existe si elle convoque 3 notions. Si c'est une nouveauté technique, une nouveauté sociale et une nouveauté médiatique. Alors, une nouveauté technique, est-ce que l'IA est bâti sur des nouveaux langages de programmation? La réponse est non. C'est toujours les mêmes langages de programmation. Nous n'avons rien inventé. Est-ce qu'il s'agit de nouveaux algorithmes? Non, l'algorithmique est toujours la même. C'est juste une réécriture. Est-ce que ça fait appel à de nouvelles formulations mathématiques? Je vous l'ai dit, c'est basé surtout sur les disciplines de statistiques et de probabilité qui ont des décennies, voire même des siècles. Donc clairement, non. L'IA n'est pas une nouveauté technique. Est-ce pour autant une nouveauté sociale? C'est-à-dire, y a-t-il des acteurs nouveaux avec des actes culturels nouveaux? Clairement, oui. L'IA générative crée du contenu culturel. L'IA prédictive, comme la voiture autonome, est clairement une nouveauté culturelle aussi. Ça n'existait pas. Voilà. L'IA discriminative produit un nouveau geste social. Par exemple, maintenant, on voit les gens regarder leur téléphone pour déverrouiller l'appareil. C'est un nouveau geste social. Donc effectivement, l'IA est une nouveauté sociale. Est-ce une nouveauté médiatique? Bon, je crois que je l'ai démontré avec toutes les captures d'écran précédentes, mais ça vient d'où? Ça vient de 2 notions des sciences de l'information et de la communication. C'est l'injonction technologique dont je parlais tout à l'heure, qui place une société dans l'obligation de se mettre résolution en position d'apprentissage, et le régime intermédiatique, qui est un perpétuel échange entre les médias qui se citent, s'exploitent, se nomment, se détournent et se qualifient. Donc,
est-ce vraiment une nouvelle technologie de l'information et de la communication? Comme elle ne répond pas à toutes les composantes, j'aurais plutôt tendance à dire non. Mais est-ce que l'IA est une nouvelle technologie d'information, c'est-à-dire est-ce qu'elle est fabriquée à partir d'informations et est-ce qu'elle produit de l'information? Alors là, la réponse est assez immédiate. Oui, l'IA est bâtie souvent à partir de nos données personnelles et comme résultat, en sortie, produit une information, une image, un son, une musique. Donc oui, c'est vraiment une nouvelle technologie d'information et de la communication, mais pas sur le plan de la nouveauté. Je ne pouvais pas parler de l'IA sans parler des données, de l'essor de la donnée, parce que l'IA s'appelait il y a à peine 10 ans le Big Data, c'est juste un changement de nom. Le Big Data faisait trop peur, et c'est pour ça qu'on a utilisé un terme beaucoup plus joli, qui sonne mieux, un peu plus mode, un peu plus funky, l'IA. Alors c'est 3 grands courants qui ont participé à l'essor de la donnée. Déjà la mutation des technologies, l'arrivée de l'informatique, la numérisation de tous les documents, la multiplication et l'amélioration des supports de stockage, et les mutations d'usage. Les activités humaines ont changé, l'apparition du web social, de tous ces réseaux sociaux et des objets connectés qui font que nous déposons et nous laissons des traces de partout et que nous produisons de plus en plus de données. Et c'est sur ces données-là que les IA, en général, sont construites. Je vais essayer de rester dans les délais et conclure rapidement, parce que c'est difficile de parler de l'IA en 20 minutes. Voilà, j'ai mis en avant la circulation permanente de l'IA, l'antroglossage qui se faisait dans tous les médias, toutes ces rhétoriques et ces promesses. Derrière, il y a des stratégies économiques évidentes. Lorsqu'on crée un article sur l'IA, on a des vues. Lorsqu'un magazine sort un article sur l'IA, il sera vendu par milliers. Donc c'est le mot à la mode. Vous faites une publication en utilisant le mot IA, inclusion numérique, vous savez que vous allez gagner des vues. Alors, il ne faut pas oublier que l'IA est bâtie avec nos données personnelles, donc il y a un véritable enjeu pour le respect de la vie privée et les libertés fondamentales, surtout pour les données qui ne sont pas hébergées en France. C'est le cas de tous ces sites sociaux auxquels on fait tous partie, Instagram, Facebook. Les serveurs sont installés aux États-Unis, donc la CNIL ne peut rien faire. J'ai mis aussi en avant les imaginaires totalitaires de contrôle, de surveillance et d'innovation, et aussi le fait que l'IA est un véritable passe-partout intermédiatique. Pour vraiment finir, et laissez ma parole parce que je sais que je suis allé un peu vite, mais parler de l'IA, je vous dis en 20 minutes, c'est une vraie mission. Je fais un peu d'auto-publicité dans cet ouvrage que j'ai publié en 2014 sur le Big Data, où j'analysais l'arrivée de cette nouvelle technologie. Et j'ai mis mon dernier paragraphe, alors on va peut-être pas tout lire, le dernier paragraphe où j'indique « Le Big Data n'est pas une nouveauté, plus tard elle sera ordinaire, un autre objet de cette classe d'objets appelé technologie de l'information fera son apparition. » Et ça y est. En 2014, je disais que l'IA sera remplacée par une nouvelle technologie, le Big Data, et c'est le cas. Elle est remplacée par l'IA. Et on entendra toujours ces fameux discours, comme c'est récurrent à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive. Je vais laisser la main à mes collègues qui, eux, vont vous montrer des cas pratiques d'utilisation de l'IA et qui auront peut-être un discours. Plus un autre discours. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bien, donc nous allons rentrer, pardon, je me mets en face de vous, nous allons rentrer tout de suite dans le sujet des démarches administratives. Madame Penn, après vous pouvez rester là-bas si vous êtes plus à l'aise, il y a un micro, c'est comme vous souhaitez. Bonjour à tous, donc Cathy Penn, je suis la directrice de l'agence France Travail à Nîmes-Saint-Césaire. D'abord un grand merci parce que j'ai aussi appris beaucoup de choses grâce à votre intervention. Donc comme on l'a entendu, l'IA est présente partout, même sans forcément qu'on se rende compte ou qu'on puisse qualifier qu'on utilisait l'IA. Et c'est le cas aussi à France Travail, à la fois dans nos métiers vis-à-vis des usagers, que ce soit les demandeurs d'emploi comme les entreprises. Nous aussi, on utilise l'IA dans nos métiers. Et ce qu'on vous propose justement en lien avec ce qui vient d'être dit, c'est comment, de façon très pragmatique,
Aujourd'hui, nous-mêmes, on utilise l'IA dans nos métiers. Mais avant de vous donner même des exemples d'IA qu'on utilise et à quoi elles nous servent, ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire ce que c'est et ce que ce n'est pas. Aujourd'hui, l'IA à France Travail. En corrélation avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'on est vraiment déjà dans une démarche d'il y a d'une dizaine d'années sur la modernisation en fait, de l'utilisation des outils et du numérique dans notre quotidien à France Travail, que ce soit vis-à-vis des relations avec les usagers ou au sein de nos activités. Alors, je vais commencer volontairement par ce que ce n'est pas. Parce que peut-être que là, ça a un petit peu changé ce que vous pensiez de l'IA, mais c'est vrai que l'IA, quand on en parle, ça fait un peu peur quand même. Donc, alors on a peur pour nos métiers, on a peur pour les métiers des autres, on a peur de l'impact parce qu'on méconnaît ou on ne maîtrise pas. Eh bien, l'IA à France Travail, c'est pas des services autonomes sans contrôle humain. C'est-à-dire que demain, il n'y aura pas de l'IA qui fera qu'il n'y aura plus cette relation humaine. Pourquoi ? Parce que notre vraie force dans nos métiers, et je pense que je vais prêcher des convaincus de tous ceux qui accompagnent les usagers, notre vraie force de nos métiers, c'est la relation humaine. Voilà. Donc, et ça, il faut qu'on en soit convaincus tous, qui sommes sur le terrain, qui accompagnons les personnes. Notre vraie force, c'est vraiment la relation humaine. Ce qui veut dire que l'IA, et vous l'avez mis dans les nuages de mots, c'est des outils qui vont faciliter l'exercice de nos activités, de nos démarches, mais qui ne remplacent pas l'homme. Et qui remplacent encore moins le fait d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Et ça ne sera pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout dématérialiser en disant voilà, l'IA est là, donc servez-vous-en. Non. Non, d'ailleurs, et c'est ce qu'on disait, on a eu plusieurs technologies nouvelles qui ont fait qu'on a toujours eu peur. Et pourtant, aujourd'hui, les accueils sont toujours là, on vient toujours nous voir et on conseille toujours autant. Mais on va certainement être aidé pour mieux conseiller, mieux personnaliser encore notre accompagnement. Et donc, pas des services déshumanisants, puisque ça reste l'homme. Hein. C'est-à-dire que l'IA va vous faciliter. On a vu, c'est quoi l'IA ? Ça va utiliser des données. Alors juste en précision, les données et les IA, les applications que Bertrand va vous montrer après, on est, nous, sur de la data, donc sur des données numériques internes à France Travail. Ce n'est pas hébergé extérieurement. Donc ça, c'est ce que ce n'est pas. C'est-à-dire, véritablement, l'être humain reste, contrôle, analyse. L'IA va juste lui permettre de gagner un peu de temps, d'avoir une analyse plus fine, d'aller plus vite. Si vous prenez plein de données, peut-être que moi, ça va me prendre 2 heures de tout analyser, alors que l'IA aura cette capacité de me fournir ces indications-là en quelques secondes. Et c'est quoi ? C'est ce qu'on disait, c'est pour améliorer un service, mieux accompagner, mieux personnaliser, avoir des analyses plus fines qui nous permettent de croiser nos regards avec ce que la machine peut trouver et ce que nous analysons, parce qu'on reste des humains. Et comme je vous dis, la relation humaine est la plus importante. On a aussi, parce que l'IA qui est créée au sein de France Travail, c'est une IA qui est à notre image et on a une charte éthique pour laquelle justement il y a des comités éthiques. Parce que c'est une charte qui évolue, puisqu'on est aussi dans un environnement qui évolue, un environnement sociétal, environnemental qui évolue. Et on a donc une charte éthique comme un cadre de confiance et de valeurs sur lesquelles on veut, des valeurs éthiques qu'on veut absolument respecter. Et on vous expliquera un petit peu ce qu'il y a dans cette charte, qui est le socle en fait commun à notre utilisation. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que la modernité et la modernisation numérique, elle est enclenchée déjà depuis une dizaine d'années. Et c'est ce qu'on vient de voir, l'IA existe depuis très longtemps. Vous expliquiez que rien que le fait de regarder nos téléphones portables, oui, la reconnaissance faciale, c'est une IA. Je suis sûre qu'avant de passer la porte, vous ne le saviez pas, moi non plus. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, dans nos usages quotidiens, l'IA existe déjà et depuis très longtemps. Et dans nos métiers également. Simplement, on ne savait pas raccorder le fait que c'était... je ne faisais pas le lien, que c'était déjà ça, l'IA. Alors, ce que je propose, c'est que je vais passer la main à Bertrand, justement, pour voir quelques exemples, des illustrations concrètes. Donc, voilà. À France Travail, l'IA aujourd'hui, en donnant des exemples, qu'est-ce qu'on retrouve comme outil IA à notre main, à la fois pour
pour nous, pour les usagers, pour les partenaires, même pour les managers. Oui, alors moi, en propos introductif, déjà, voilà, je voulais souligner qu'elle est très présente et depuis de nombreuses années. C'est vrai que 2022 a été vraiment une bascule dans l'imaginaire, avec l'arrivée de ChatGPT, mais l'IA est présente à Pôle emploi et on travaille sur l'IA, notamment avec la charte éthique depuis une dizaine d'années environ. Au quotidien, pour les conseillers, moi je suis sur l'agence de Saint-Césaire, donc c'est des outils que j'utilise, dont je peux vous parler. Alors c'est pas exhaustif, hein, on prend on va dire les outils les plus parlants. On a tout d'abord CVM. CVM, c'est notre messagerie, la messagerie avec laquelle les demandeurs d'emploi nous sollicitent, communiquent depuis leur espace personnel quand ils ont besoin de contacter leur conseiller. C'est l'envoi de mail en fait, hein, pour eux, c'est plus transparent. Et pour nous, voilà, on a l'intégration de l'IA au sein de cet outil. Notamment par l'identification de l'émetteur, l'objet du message, l'IA va suggérer une réponse au conseiller. On a des requêtes, des demandes qui sont faites par les demandeurs d'emploi qui parfois peuvent être récurrentes. Je pense par exemple à quelqu'un qui reprend une activité professionnelle et qui souhaite se renseigner auprès de France Travail, comment je dois m'actualiser, comment je dois déclarer ma situation vu que je reprends une activité. Ça, cette question, on l'a très souvent. L'IA va nous permettre en fait de suggérer une réponse qui sera finalement quasiment identique parce que c'est une question récurrente et fréquente. À l'inverse, nous, on va être amené malgré tout à toujours contrôler. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Cathy précisait. Je pense que l'IA à France Travail, l'humain reste au cœur de l'IA. Et il faut que ça soit l'IA qui soit au service des humains. Voilà. Donc nous, derrière, certes, l'application va nous suggérer une réponse, mais qu'on a la possibilité de modifier, d'utiliser ou de ne pas utiliser. Voilà, ça c'est vraiment un choix de chaque conseiller lorsqu'on répond à un message. Mais derrière, la finalité, ça peut être un gain de temps. Voilà. Sur des réponses qui doivent être personnalisées, on reste sur la personnalisation, on ne va pas utiliser l'IA. Et à l'inverse, sur une réponse classique, ça peut être un gain de temps. Et c'est ce gain de temps qu'on va pouvoir utiliser justement pour autre chose, pour une personnalisation. Parce que quand on est demandeur d'emploi, ça tous les jours, les usagers nous le disent, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de nous rencontrer, ils ont besoin de l'humain en fait. Donc ce temps qu'on va gagner sur certaines réponses, on va pouvoir le consacrer justement à de la personnalisation. Comme outil, nous avons également ChatFT. Donc c'est à l'image de ChatGPT, c'est un chat conversationnel, mais qui est propre à France Travail. Voilà, c'est le FT de France Travail. Et c'est ce que tu expliquais, ce sont des données qui restent, les serveurs sont en France, et les serveurs restent chez nous, voilà, avec les données. Donc c'est un outil qui a été déployé il y a peu de temps, qui nous propose des réponses adaptées en fonction de la demande. Alors on peut l'utiliser par exemple pour synthétiser des documents. On va avoir 3 documents et il peut nous synthétiser, on peut lui demander de nous faire un résumé de ces 3 documents. On peut l'utiliser pour nous suggérer la création d'ateliers. On veut animer par exemple, moi si demain je souhaite organiser un atelier pour informer le demandeur d'emploi sur l'IA, je pourrais utiliser ChatFT qui me suggérerait un plan ou un cadre pour cette animation. Plus ancien et qui existe depuis un moment, c'est le service légalité des offres, Lego. Alors là, pour le coup, autant ChatFT, c'est des outils qu'on identifie clairement comme de l'IA, autant le service de légalité des offres, c'est finalement presque invisible, je dirais, puisque c'est un outil qui valide de manière automatique les offres. Il faut savoir que les employeurs peuvent déposer des offres en ligne, 24 heures sur 24, de chez eux, depuis leur espace personnel. Et l'IA va identifier immédiatement si cette offre répond aux
critères de légalité de dépôt d'une offre, notamment les situations discriminantes. Il peut y avoir de la discrimination sur la saisie d'une offre sans forcément que le recruteur en ait conscience. Et l'IA permet de repérer ces situations-là, avec toujours derrière l'humain qui intervient, puisque le conseiller reçoit une alerte et va contacter l'employeur justement pour modifier l'offre qui avait été enregistrée. Ce service de légalité des offres, il permet aussi d'être proactif sur les difficultés de recrutement. L'IA va être en capacité de détecter qu'une offre d'emploi sera difficile à pourvoir par rapport aux métiers recherchés, par rapport au bassin d'emploi. Et des alertes vont ressortir pour les conseillers entreprises. Ça c'est le côté conseiller. Pour les usagers, donc essentiellement les demandeurs d'emploi, sur l'espace personnel des demandeurs d'emploi, il y a l'analyse automatique du CV et l'aide à la complétion du profil de compétences. Donc ça c'est pareil, c'est assez transparent finalement. Un demandeur d'emploi, demain, il va déposer son CV en ligne lors de son inscription ou quelques jours après. Et le fait de déposer son CV en ligne, il va y avoir par l'IA une analyse des mots-clés du CV qui permettra ensuite de suggérer à l'utilisateur, à l'usager, des compétences à mettre en avant dans son profil. Le profil de compétences, pour l'expliquer très rapidement, c'est un petit peu la carte de visite du demandeur d'emploi qui lui permet notamment d'être visible par les recruteurs. Les recruteurs ont aussi leur propre espace personnel sur lequel ils peuvent aller consulter la banque de profils, aller rechercher des candidats. Et bien grâce à l'IA et au dépôt du CV, le système informatique va proposer à l'usager de mieux remplir son profil de compétences et peut-être d'identifier des compétences sur le métier sur lequel il est inscrit qu'il n'avait pas identifié au départ. En termes d'outils, toujours pour nos usagers, on a aussi des sites. On a mis, il y a bien sûr le site de France Travail que vous connaissez tous, mais on a aussi des sites comme La Bonne Boîte et La Bonne Alternance. Alors là, on est sur un type d'IA prédictive, c'est ce que vous présentiez tout à l'heure. On a un algorithme derrière qui va finalement prendre les données statistiques d'un bassin d'emploi, par exemple de celui de Nîmes, qui va, au regard du métier recherché et du lieu géographique, être en capacité de prédire quelles sont les entreprises dans les mois à venir les plus susceptibles de recruter. Voilà. On parle en fait du marché caché, par opposition au marché ouvert. Le marché ouvert, c'est les offres d'emploi, mais on le sait tous, les offres d'emploi ne représentent qu'une infime partie du marché de l'emploi. Et bien la Bonne Boîte avait vocation finalement à combler ce manque. Le site France Travail permettait d'avoir une vision du marché ouvert et le marché caché peut être exploité grâce à la Bonne Boîte. Donc c'est un bon outil pour permettre d'avoir un listing d'entreprises vers lesquelles les candidats vont pouvoir faire des candidatures spontanées tout simplement. Et derrière, il y a une IA prédictive. Pour nos partenaires, nous avons le portail Data Emploi. Là, c'est le Big Data, justement, qui permet d'analyser le marché du travail jusqu'à la maille territoriale, c'est-à-dire de manière vraiment très très fine, pour avoir des infos très détaillées, très précises sur un bassin d'emploi donné. Alors, juste au sein de France Travail, il y a des parcours de formation justement à l'intelligence artificielle. Parce que si on prend l'exemple des parcours de formation pour les conseillers, même les managers, parce que si on prend par exemple ChatGPT, on se doute bien que la façon dont on va faire la demande à une IA, on n'aura pas forcément la même réponse. C'est-à-dire c'est la façon de questionner l'IA qui va faire, pour requêter. Et donc ça aussi, c'est-à-dire on nous apprend justement à requêter. Et après, c'est comme tout outil, c'est l'usage qui fait que plus on va s'entraîner, plus on sera familiarisé aussi avec l'outil. Alors, comme on le disait en introduction, c'est vrai qu'on France Travail et au préalable Pôle emploi est sur ce sujet depuis plusieurs années. Ça fait à peu près un peu plus de 10 ans.
que Pôle emploi d'abord et puis France Travail s'est engagé dans les potentialités de l'IA. Et a souhaité rapidement, enfin l'établissement a souhaité rapidement inscrire ce développement dans un cadre et dans une charte éthique. Si on reprend un petit peu le nuage de mots là, de tout à l'heure, il y avait pas mal d'adjectifs qui revenaient, mais qui avaient trait quand même à des inquiétudes. Et je pense que voilà, cette charte éthique avait vocation aussi à rassurer et à nous donner un cadre. Et c'est vrai qu'en tant que conseiller, c'est important. Et cette charte, elle est orientée autour de 7 enjeux clés. Donc la finalité et la légitimité des algorithmes. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail parce que on est sur quelque chose de technique justement. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est celui-là qui est essentiel, c'est l'humain au centre et l'IA au service de l'humain. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que ça résume bien, je pense, l'état d'esprit de cette charte. L'équité et la non-discrimination dans l'utilisation de l'IA, ça signifie que y a de l'IA, ok, mais est-ce que tout le monde est en capacité de l'utiliser? Est-ce qu'on ne met pas de côté certains usagers ou même certains conseillers dans le cadre de cette utilisation? D'où l'intérêt de former aussi les collaborateurs et les usagers. La liberté de l'utiliser ou pas, ça c'est fondamental également. Moi je le disais sur la messagerie, moi je ne l'utilise pas par exemple, parce que la plupart du temps, la réponse sur des questions, on va dire, très classiques, ça peut être utile, mais la plupart du temps, les personnes sont quand même à attendre d'une réponse personnalisée. Parce que chaque situation est différente et chaque question est différente. Mais par contre, sur d'autres outils comme ChatFT pour générer des résumés de texte ou autre, là je l'utilise et c'est très... Donc on a vraiment ce choix-là de l'utiliser ou pas. La transparence dans son déploiement, c'est vrai que depuis sa mise en place, nous on est informés au fil de l'eau et régulièrement des évolutions de cette IA, des outils qui sont déployés au fur et à mesure, puisqu'ils n'ont pas tous été déployés d'un seul coup. La sécurité des données, on l'a vu, c'est notamment le fait que les données restent en interne dans nos serveurs. Et également, on ne l'a pas évoqué, mais c'est important, la prise en compte par cette charte éthique de l'impact environnemental que peut avoir l'utilisation de l'IA. Voilà pour la charte éthique de France Travail. Voilà, on vous remercie de votre écoute. Merci. Bon, sinon, vous pouvez le mettre au milieu. Je vais vous poser une dernière question, Madame Pen et Monsieur Balès. Est-ce que vous pensez que se former à l'IA, surtout pour les demandeurs d'emploi, est-ce que c'est important aujourd'hui? Important, on peut vivre encore sans, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense qu'il faut vivre avec la société. C'est-à-dire que la société, elle évolue. Et c'est bien, effectivement, de pouvoir déjà sensibiliser, c'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire on se sensibilise sur ce nouveaux outils, même s'ils ne sont pas nouveaux, mais au moins qu'on puisse savoir de quoi on parle quand on parle de l'IA, et notamment pour les demandeurs d'emploi, pour les entreprises, parce que les entreprises, demain vous voulez travailler, une entreprise, elle utilise l'IA également. Donc c'est nécessaire, effectivement, de se former à l'IA, ou tout au moins déjà de savoir ce qu'est l'IA et ce que je peux en faire demain et comment je peux m'en servir demain. Merci beaucoup, ça me fait une transition tout de suite vers Madame De Oliveira, pardon. Est-ce que du coup vous pourriez nous parler un peu de la formation, de l'IA dans la formation et de la formation à l'IA pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est important aujourd'hui d'acquérir des compétences sur l'utilisation d'IA dans sa vie quotidienne? Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup à vous tous déjà d'être là et aux intervenants. C'est pareil, c'est un plaisir parce que même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, on apprend beaucoup et tous les jours. L'IA, comme Norbert vous disiez justement, c'est quelque chose qui a explosé depuis peu de temps mais qui existe depuis très longtemps. Donc en fait avec
justement cette presque standardisation des nouveaux outils, cela implique aussi des nouvelles compétences pour les personnes qui souhaitent soit s'insérer sur le marché du travail ou peut-être profiter d'une mobilité en interne, c'est d'évoluer dans leur métier, même au sein de leur structure. Donc l'IA, elle apporte aussi beaucoup de possibilités. Donc là, vous parliez tout de suite d'est-ce qu'il faut apprendre à utiliser l'IA. Donc déjà, on utilise ces outils depuis très longtemps. On parlait tout à l'heure, même à niveau personnel, vous avez des plateformes en streaming, par exemple, pour regarder des vidéos, pour regarder des films, même de la musique, ou même Google Traduction, ou même quand vous faites des recherches. Donc il y a déjà des tris, il y a déjà des analyses de comportement pour vous proposer le meilleur résultat. Et quand on parle de formation, donc c'est quelque chose qui a beaucoup transformé. Donc, je travaille dans la formation, dans le développement, c'est-à-dire j'accompagne des institutions publiques et privées dans le changement, surtout dans le cadre de transformation numérique, de nouveaux outils à déployer, de nouvelles méthodes. Et souvent dans ces cadres-là, comme vous disiez, on a souvent peur parce que c'est méconnu. Mais je vois aujourd'hui l'IA comme une opportunité qu'on n'a pas vu encore. Donc c'est vrai que quand on a eu l'arrivée d'Internet, même l'arrivée des ordinateurs, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc c'est-à-dire qu'on a eu plus de temps pour s'habituer, pour expérimenter des usages. Or, avec la popularisation de l'IA, toutes les semaines, tous les mois, on a des nouveautés. Donc en fait, ça implique pas forcément qu'on doive devenir des professionnels qui vont être dans la programmation de l'IA, qui vont être dans l'analyse de données très poussée, mais en tout cas qu'on puisse savoir naviguer, qu'on puisse savoir utiliser ces outils, et surtout de savoir comment ils peuvent nous être utiles. Vous savez, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je pense que pour apprendre, il faut des efforts. Quand on veut apprendre quelque chose, même si on est intéressé, là, ça demande quand même de l'implication, ça demande de la patience, ça demande de l'expérimentation. Donc pour l'IA, ce ne serait pas différent. On a une étude qui est parue récemment, qui a été menée par ADECO, et aujourd'hui, on a presque 75% des travailleurs qui ont peur de ne pas être formés à l'IA, qui ont peur de ne pas être formés à ces nouveaux outils et d'être laissés justement de côté. Donc je pense que l'IA, comme elle est déjà omniprésente et comme on a de plus en plus d'usages qui apparaissent, il est très intéressant qu'on puisse expérimenter l'IA à différents niveaux. Et il y a aussi, j'accompagne des structures à différents niveaux de maturité numérique. Donc il y en a certaines qui depuis des années déploient ces outils et il y en a d'autres qui souhaitent démarrer justement. Donc par où on doit démarrer ? Il y a un cas d'usage que je trouve intéressant quand on n'a pas encore expérimenté l'IA, c'est de commencer par un problème réel qui existe au sein de notre institution. Donc ça peut être au sein d'une équipe, c'est-à-dire je me rends compte que mon équipe, les personnes sont sous-effectifs, ou alors elles ont une charge de travail qui est importante, ou alors il y a des compétences qui manquent au sein de l'équipe et je n'ai pas forcément besoin de recruter quelqu'un. J'aimerais bien que mon équipe puisse apprendre et puisse évoluer. Donc en fait, ne serait-ce que pour ces cas-là, c'est bien de commencer par ce cas d'usage, de réfléchir, parce qu'un outil d'IA ne va pas faire le boulot de façon magique à votre place. Vous disiez très bien, l'IA n'a pas de conscience. En revanche, l'IA peut être un excellent assistant, un excellent coach, un excellent support en fait, pour que des collaborateurs deviennent des super collaborateurs. Moi, je me souviens quand je devais concevoir des programmes de formation qui étaient assez complexes pour des milliers de personnes. Ces programmes étaient très longs à mettre en place, très longs à concevoir. Il fallait analyser ces données, il fallait prendre parfois des mois. Et on se rendait compte en commençant la formation qu'il manquait des compétences, il manquait des blocs, il manquait des modules. Donc avant, en tout cas, la vulgarisation de l'IA, ça prenait beaucoup de temps. Et on n'avait pas forcément des meilleurs résultats. Or, aujourd'hui, ces programmes qui prenaient des mois à être conçus, on peut les concevoir en quelques jours. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA peut donner des points de départ, peut nous aider à analyser, peut nous aider à monter des scénarios aussi d'usage. Je vous donne un exemple, j'accompagne une structure qui est dans le montage, dans l'industrie. Et leur question, c'était, est-ce qu'on peut améliorer nos supports de formation pour qu'on puisse aller plus vite, pour que le travail soit plus fluide, pour qu'on puisse le faire peut-être 30% plus rapidement.
Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'engager les personnes, d'engager les équipes, parce qu'en fait, elles voient ce qu'elles peuvent gagner en échange. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des côtés qui peuvent être négatifs de l'IA, mais on oublie souvent que l'IA aussi, utilisée à bon escient bien sûr, peut non seulement nous faire gagner du temps, mais peut nous faire envisager des scénarios auxquels on n'a pas pensé encore. Ça nous permet aussi de tester des idées ou des projets qu'on a. Ça peut permettre aussi à des personnes, j'accompagne aussi des personnes qui sont par exemple timides, qui se retrouvent face à un entretien de travail ou à une présentation, et elles peuvent perdre leurs moyens. C'est normal, l'anxiété peut causer ça. Et bien avec des outils d'IA, ces personnes peuvent aussi s'entraîner. Elles peuvent avoir des situations, par exemple en VR, c'est quelque chose en réalité virtuelle qu'on fait souvent, c'est de mettre ces personnes en situation de travail, mais sans cette peur d'échouer, sans cette peur d'être jugé, par exemple. Donc en fait, l'IA, ça peut permettre aussi d'évoluer sur nos propres compétences, ça peut permettre aussi de gagner du temps, bien sûr, on en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que le gain de temps, il est assez important. Ça nous permet aussi peut-être d'améliorer des décisions. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés déjà dans cette situation, mais des fois on est en surcharge de travail, on a beaucoup de choses à faire. Et quand on a beaucoup de choses en tête, nos décisions, elles ne sont pas forcément les meilleures décisions. Donc l'intéressant avec ces outils aussi, mais on a plusieurs qui le font, c'est de pouvoir rentrer ces informations et avoir cette réflexion, cet échange. Des fois, voilà, on dit que quand on dort la nuit et le lendemain, on pensera mieux, on aura de meilleures réflexions. L'IA peut accélérer aussi ce processus. J'ai un autre cas aussi pour des personnes, j'interviens souvent dans les milieux internationaux, et j'ai vu combien l'IA pouvait aider aussi non seulement des personnes à apprendre des langues, parce qu'encore une fois, elles se sentent en sécurité, donc c'est-à-dire en échangeant avec ses coachs. Aujourd'hui, on peut échanger avec la voix, on n'a même pas besoin de taper. Ces personnes se sentent dans un contexte aussi de sécurité pour échanger. Dans les entreprises où l'IA elle est plus utilisée, où il y a plus d'adhésion, cette adhésion-là, elle vient aussi d'un soutien que les directions ont, que les coordinations ont, parce que des fois, on peut demander à des collaborateurs, voilà, vous allez apprendre l'IA, vous allez apprendre cet outil, mais s'il n'y a pas cette adhésion, s'il n'y a pas ce plan, si l'IA, elle ne doit pas être juste comme ça, comme je disais, elle livrée à elle-même, elle va régler les problèmes. Mais quand il y a cette réflexion, quand on se dit pourquoi on va l'utiliser, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme bénéfice, qui vont être les personnes impliquées, parce qu'il y a une définition des rôles aussi. Donc là, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'adhésion des personnes, de pouvoir expérimenter. Je répète, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on constate au quotidien, apprendre, ça demande des efforts. Et souvent, quand on demande aux personnes, c'est-à-dire on arrive aujourd'hui, j'imagine si vous aviez fait, voilà, aujourd'hui on va déployer l'IA et ça va être comme ça et c'est tout. Vous auriez sans doute beaucoup plus de résistance et vous n'auriez pas eu autant de bons résultats. Donc cette réflexion, elle est importante. Savoir de quoi il s'agit, oui, mais savoir en quoi ça peut nous être utile. Les usages, ils sont multiples. Mais c'est vraiment en expérimentant, en essayant, qu'on va pouvoir comprendre non seulement en quoi elle va être utile, mais en quoi notre institution, nos équipes, elles vont pouvoir contribuer à ce succès collectif. Je ne sais pas si vous avez participé à des formations où vous avez adoré la formation, 3 semaines après, vous avez tout oublié. Ou bien, même si vous vous souvenez encore, vous n'avez pas les moyens de l'appliquer au quotidien, dans votre lieu de travail, même dans votre vie personnelle. Donc, cette expérimentation, elle doit être encadrée. Elle doit être encadrée, elle doit être discutée avec les personnes, et elle doit être mesurée aussi. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon expérience personnelle et l'expérience des institutions que j'accompagne, on observe non seulement un gain de temps, mais on observe une meilleure communication entre les équipes. Les équipes, elles ont plus de temps pour discuter, pour réfléchir à ces usages, pour se concentrer au final sur leur métier. Donc, c'est un usage que je vous conseille, que je vous recommande, mais encore une fois, en vous informant, en expérimentant et en prenant le temps de protéger également vos données personnelles, les données aussi de votre institution. Merci. Et, pardon, justement, est-ce qu'il y a des nouvelles compétences à acquérir, à développer pour utiliser l'IA, ou est-ce que, avec une petite formation rapide, c'est possible ?
C'est une question difficile, Caroline, parce que c'est vrai qu'avec quelques formations, on peut retrouver des compétences qui vont être utiles tout de suite. Mais en même temps que l'IA va réduire certaines tâches et certains métiers, donc tout ce qui est répétitif, tout ce qui va demander notamment les tâches administratives ou même les call centers, tout ce qui est répétitif, oui, risque d'être diminué par l'IA, voire d'être supprimé. Mais par contre, cette automatisation donne déjà lieu à de nouveaux métiers, à de nouvelles compétences. Donc, si je prends une entreprise par exemple comme Lego que vous connaissez, Lego, c'est une des entreprises qui embauche le plus au monde et qui est fortement automatisée. L'automatisation n'a pas supprimé les emplois, ce n'était pas la cause de la suppression. Mais aujourd'hui, vous allez avoir des personnes, on sait que l'IA, ça génère beaucoup de données. Donc c'est important de savoir analyser ces données, correctement les collecter et les analyser. Vous allez avoir des personnes qui vont travailler dans la programmation, dans le développement de ces outils. Mais vous allez aussi avoir des personnes qui n'ont pas besoin forcément d'être dans la programmation, mais simplement dans le savoir communiquer avec la machine, savoir la configurer, savoir la gérer. Donc ce sont des compétences qui vont être demandées, qui le sont déjà, mais il y a d'autres compétences aussi que souvent on a tendance à les laisser de côté, mais elles sont essentielles. Ce sont les compétences humaines, les compétences interpersonnelles. Donc si vous avez des outils qui sont très puissants, qui vous donnent beaucoup de données, ce sera encore plus important et d'autant plus pertinent de développer son esprit critique, de savoir prendre du recul pour analyser une situation, régler des problèmes complexes. Il y a quelque chose aussi qui va être encore plus important, c'est de pouvoir travailler en équipe. C'est de savoir collaborer avec ses pairs et avec des partenaires externes. Et de plus en plus aussi, de savoir travailler à distance. C'est vrai que la pandémie nous a donné un avant-goût, peut-être amer pour certaines personnes, mais en tout cas, ça nous a montré qu'on peut travailler à distance et on peut aussi profiter de ces moments pour avancer sur des sujets très pratiques et profiter des moments en présentiel pour justement avancer sur les questions qui demandent des compétences purement humaines. Donc, même si toutes les tâches, je pense, très répétitives, elles ont tendance, elles baissent déjà, elles vont peut-être disparaître dans beaucoup de milieux, ça donne quand même la possibilité de développer des compétences plus humaines. L'analyse des données, l'esprit critique, la résolution de problèmes, la possibilité de savoir gérer, de savoir travailler avec une machine d'intelligence artificielle et surtout d'analyser ce qu'elle produit. Et justement, cette nécessité d'analyse, d'esprit critique finalement, face à la machine, est-ce que c'est adapté ou en tout cas accessible à tout public ? Le PIMS, on est une structure de médiation sociale, on accompagne des publics qui sont plutôt éloignés du numérique, donc on travaille beaucoup l'inclusion numérique. Est-ce que les publics qui ont déjà du mal avec les démarches administratives en ligne, est-ce que l'IA pour eux c'est une révolution qui n'est pas accessible? Est-ce que c'est un nouvel outil en plus? Est-ce que c'est, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui va être pris en main assez facilement? Je pense que l'IA l'est déjà pour certains publics et va l'être de plus en plus un facilitateur. Parce que même quand on a accès à des outils d'IA, je prends par exemple un exemple que vous connaissez sans doute tous, c'est des chatbots. Donc c'est vrai que les banques l'utilisent depuis très longtemps, il y a de plus en plus d'institutions qui les utilisent. Je travaille avec certains publics qui sont éloignés du numérique pour des questions socio-économiques, mais aussi pour des questions des personnes qui sont en situation de handicap. Ce qui est intéressant, c'est que pour accompagner ces personnes, il est très important que l'accompagnement soit plus individualisé encore qu'avec d'autres publics. Je pense que si ces publics-là ils sont éloignés du numérique, ils doivent avoir un espace d'expérimentation, ils puissent s'essayer, ils puissent comprendre, mais accompagnés de personnes. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, cette importance de l'accompagnement humain. Mais par contre, l'IA peut rendre l'apprentissage de l'IA encore plus facile. J'ai quelques publics, par exemple, qui sont en situation de handicap visuel, par exemple, où l'IA permet aujourd'hui d'échanger des informations et de fournir aussi toutes ces prédictions via l'oral, par exemple. Donc on peut échanger aujourd'hui avec ces outils en envoyant des fichiers audio. Pour la question aussi de tous les biais aussi qui existent dans le traitement des données par l'IA,
on peut aussi faire attention de revoir ces contenus, de les rendre encore plus inclusifs, encore plus adaptés. C'est d'enlever tous les jargons aussi. Parce que c'est vrai que quand on est éloigné du numérique, on peut entendre des termes qui vont nous faire peur. Or, ces termes-là ne devraient pas faire peur. Donc, je pense que c'est super important que les personnes, surtout celles qui sont dans des situations difficiles, que ce soit lié à la santé ou à leur situation socio-économique, elles doivent d'autant plus avoir accès aux bénéfices des outils d'IA. Donc oui, je pense que c'est pertinent pour tous ces publics. On peut adapter, on peut mettre aussi en place des programmes de mentorat aussi, des objectifs concrets, c'est-à-dire au lieu de discuter avec ces publics, voilà, aujourd'hui nous allons apprendre l'IA, mais ça peut être aussi, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser des outils qui vont faciliter vos prises de rendez-vous médicaux ou qui vont vous aider à répondre à des courriers administratifs. Parce que ça arrive souvent qu'on reçoive des courriers juridiques, administratifs, et parfois on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Donc en fait, c'est là où l'IA peut être très pertinente, c'est qu'elle peut, si elle est réfléchie, si elle est structurée, diminuer cette fracture, ou en tout cas y contribuer, si on a une équipe qui est vraiment attentive aux besoins de ces publics. Je vous remercie. Monsieur Laurier, du coup, vous œuvrez au quotidien pour diminuer cette fracture numérique. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, déjà pour commencer, pour que vous puissiez comprendre mon travail d'inclusion numérique avec l'intelligence artificielle, il vaut mieux que je vous explique qui je suis, c'est quoi mon métier et ce que je fais en général. Donc, je m'appelle Yoann Lauré, je suis responsable de l'espace public numérique du centre social Jean Paulhan, qui est situé au Mas de Meung sur Nîmes, depuis 5 ans. Mes missions, principalement, c'est d'accompagner les usagers sur l'ensemble de toutes les démarches en ligne, et on le sait actuellement, des démarches, il y en a de plus en plus. Mais aussi de lutter contre la fracture numérique, la fameuse. Et ce, par plusieurs points, former les usagers sur l'ensemble des outils numériques, avec un grand N, comprendre les freins, comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas, décomplexer et sensibiliser, parce qu'évidemment, il faut aussi apprendre à se servir en bonne intelligence de tous les outils numériques. Créer la curiosité autour de l'univers du numérique via les ateliers. En créant de la curiosité, on va pouvoir créer un attrait et pouvoir s'impliquer un peu plus dans les ateliers de formation. Tout ça pour outiller les usagers afin qu'ils puissent s'en sortir de plus en plus avec le numérique. Donc, j'ai dit à plusieurs reprises le mot numérique, et numérique avec un grand N. Ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique a révolutionné notre manière de communiquer, d'apprendre et de travailler. Et ça va pour tous les secteurs. Il facilite l'accès à l'information, stimule l'innovation technologique, améliore l'efficacité des services. Et ça va s'améliorer, ça va s'optimiser de plus en plus d'année en année. En revanche, ça génère des défis majeurs qu'on a vus, qu'on parle encore une fois de plus de la fracture numérique, mais aussi de la protection des données, qui est quelque chose qui est ultra important aujourd'hui, et l'impact environnemental. Pour comprendre ce dont je vais parler, comment je conçois mes formations autour de l'intelligence artificielle, il faut comprendre mon métier, il faut comprendre aussi tout ce qui est lié à la médiation numérique en général, et donc, pour vous expliquer, l'espace public numérique, c'est une salle qui comprend 7 ordinateurs, 7 tablettes sur Android, les scanners, les photocopieuses, pour accompagner sur l'ensemble des démarches. Mais aussi, c'est des ateliers de codage qui sont avec les enfants tous les mercredis après-midi, mais les ateliers de formation tous les lundis après-midi. Ça va de la simple apprentissage, clavier, souris, l'écran basique, la sécurité sur Internet. Et depuis cette année, j'ai intégré la formation sur l'intelligence artificielle. Mais on va être plutôt sur de la compréhension de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas leur demander de devenir expert IA au bout de 2 heures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le nombre de personnes non autonomes que j'accompagne. En 2023, c'était 1607 personnes que j'ai pu accompagner. 2024, j'ai jeté mon nez dans mes stats la semaine dernière. J'ai dépassé les 2000. C'est ce qui représente à peu près 57% du nombre de visiteurs total de mon espace public numérique. Cette année, je crois qu'on est à plus 60, 65. Donc,
Déjà, l'IA dans le travail de la médiation numérique, il faut comprendre les enjeux aujourd'hui. Pourquoi il faut en parler? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Parce qu'on voit dans plusieurs publicités un téléphone portable avec une IA, une montre avec une IA. Ça, on l'entend de plus en plus. Ou est-ce que c'est une réelle opportunité pour les usagers? La question elle est un petit peu poussée parce que c'est un peu les deux. C'est aussi une opportunité. Pour cela, il faut créer un attrait, une envie pour la culture numérique. Pourquoi ça peut leur être utile? Pourquoi ils pourraient s'en servir tous les jours? Ça, c'est la question qu'il faut garder le plus souvent en tête. Il faut aussi se dire que c'est un levier pour la montée en compétences, certes pour les usagers, mais aussi pour les professionnels. Tous secteurs confondus, et je pense aussi pour les professionnels de la médiation numérique. J'en reconnais certains dans la salle. Et enfin, il ne faut pas oublier que ça reste une évolution de la technologie. On l'a vu sur le nuage, évolution, révolution. Donc c'est quelque chose que je vois très souvent. La technologie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça avance de manière exponentielle. Ça va très très vite. C'est comme un train. Si vous ratez le wagon, ça va être difficile de le rattraper. Mais ça peut être rattrapé. Et si la technologie n'est pas à minima comprise, je ne demande pas d'avoir un niveau d'expertise hors norme, mais à minima, on pourra éviter de creuser de plus en plus le fossé de la fracture numérique. Déjà, comment ça se passe mes ateliers? Premièrement, l'IA c'est quoi? Simple question. C'est une question que vous pouvez vous poser à votre entourage. Vous pouvez leur demander de donner leur connaissance. Où est-ce qu'ils ont entendu parler de l'IA? Où est-ce que vous avez vu l'IA dernièrement? Dans la publicité, dans les médias, dans les journaux. Ensuite, il faut laisser l'usager donner sa propre définition. Pour vous, c'est quoi l'IA? Certains vont s'arrêter juste à intelligence artificielle. Il faut creuser un peu plus le sujet. Ensuite, expliquer l'IA dans sa définition scientifique. Je ne vais pas trop rentrer, Norbert, dans la définition en ce qui concerne tous les algorithmes, tout ce qui est les deux types d'intelligence artificielle qu'il peut y avoir, la générative ou celle qui est un peu plus classique dans l'analyse de la data et dans la prédiction. Mais on peut donner une définition qui est commune. Tout simplement, c'est une intelligence qui est utilisée par l'homme, qu'on peut implanter dans des robots, par exemple. Les robots vont pouvoir fonctionner avec de l'intelligence artificielle. Je vais donner quelques exemples assez classiques. On va parler par exemple des aspirateurs robots qui vont pouvoir détecter le mur, hop, tourner, continuer. Ça, c'est une définition qui est très simple. La personne va se dire « Ah, c'est comme ça que le robot y réfléchit ». Donc là, on va être vraiment sur de la vulgarisation pure et dure de l'intelligence artificielle. Et ensuite, faire une présentation de l'IA dans la pop culture. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire parce que les gens doivent se dire « En fait, l'IA, on en parle depuis longtemps. On ne lit pas forcément les magazines scientifiques, mais on regarde souvent des films, on peut lire des livres. » On prend l'exemple numéro 1, 2001 l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, avec le robot HAL 9000. Et là, il faut leur expliquer que le robot, c'est une intelligence artificielle. Je ne vais pas vous spoiler le film, ceux qui ne l'ont pas vu, mais grand classique de la science-fiction. Évidemment, un de mes préférés, Terminator, où l'IA est la grande cause de ce qui se passe dans l'ensemble de ces films. Un chef-d'œuvre du cinéma aussi, pour ma part, L'Homme bicentenaire, avec Robin Williams, qui raconte le parcours d'un robot, d'une intelligence artificielle, qui va vivre plusieurs centaines d'années, qui va évoluer, apprendre et développer des sentiments. Et enfin, quelque chose que j'ai vu tout à l'heure aussi dans le nuage, ça m'a bien fait rire, iRobot. Je pense que certains ont pu voir le film, qui parle tout simplement de l'intelligence artificielle, qui va développer de plus en plus de compétences, de plus en plus de sentiments et de ressentiments contre l'être humain et qui va se rebeller. Ça, c'est la première partie. Enfin, je vais faire une petite démo. Je ne vais pas vous faire une démo de toutes les IA qui existent, mais je vais vous en parler de quelques-unes. Dévoiler un panel d'IA générative avec, par exemple, Suno. Suno, qui est une IA générative musicale. Vous allez lui poser plein d'idées, lui demander un style musical, et il va vous sortir la musique que vous souhaitez faire avec le style que vous souhaitez. Ensuite, vous avez les grands classiques, ChatGPT, Claude, j'ai plus une préférence pour Claude, qui vont être des IA génératives textuelles avec une démonstration où on va demander quelques idées au public et demander à l'IA de raconter une petite histoire. Et enfin, Canva, qui va être plutôt
qui va posséder plusieurs intelligences artificielles, dont celle de créer des images, de créer des textes. Et pour les influenceurs, ça va aussi permettre de faire de la retouche vidéo très facilement, sans avoir besoin d'avoir fait de grandes études cinématographiques. Faites des essais vous-même, vous verrez Suno, je pense que vous n'allez pas le quitter ce week-end. Ensuite, comme j'ai expliqué, produire du contenu avec les apprenants, on peut faire des tests avec n'importe quelle intelligence aujourd'hui, et c'est à partir de là qu'on va créer de la curiosité sur l'intelligence artificielle. Enfin, ce que je vais faire, c'est surtout des petits jeux, des petits exercices, faire tester les apps IA comme Google Gemini, qui est aujourd'hui sur quasiment tous les téléphones Android. Pour les personnes sur Apple, vous allez plutôt utiliser Siri. Pourquoi ? Pour pouvoir les utiliser comme des assistants de poche. Et là, c'est là où je vais leur montrer l'attrait de l'intelligence artificielle qui peut être utile pour tous les jours. Ça peut être pour faire des rappels, que ce soit des rappels médicaux, que ce soit en fait des rappels pour les démarches. N'oubliez pas de venir me voir la semaine prochaine pour me ramener telle feuille. Hop, je leur note directement dans leur agenda, dans leur téléphone. Comme ça, au moins, ils auront les petits rappels. Et demandez aussi aux apprenants de poser des questions simples à l'intelligence artificielle. Ça ne sert à rien de partir dans des grandes tirades pour parler à une IA. Il faut utiliser des mots extrêmement simples. Que ce soit pour les chatbots, que ce soit pour ChatGPT, Claude, Google Gemini, Siri, j'en passe. Vous avez des millions et des millions d'exemples. Et enfin, pour finir l'atelier, à part la conclusion, je leur propose un petit exercice que je vous recommanderais d'essayer ce soir. Si jamais vous avez n'importe quelle IA sur votre téléphone, n'hésitez pas à ouvrir votre frigo, sélectionner 4-5 ingrédients et demander quelques idées de recettes. Ça, c'est une idée que je me suis lancée avec mes apprenants et je leur demande de faire ça et de me proposer leurs recettes la semaine d'après. Pour voir, s'ils ont bien fait leur devoir, et 2, si jamais ils ont bien testé l'intelligence artificielle et si jamais ils sont bien régalés. Et puis voilà, après, par simple jeu de questions-réponses, pour voir s'ils ont bien compris l'atelier et si jamais ils ont d'autres questions, si jamais même je dois faire évoluer moi-même mon atelier par la suite. Voilà comment je vais proposer mes ateliers aujourd'hui. Merci. On va passer aux questions. En préparant cette conférence, du coup, j'ai discuté avec Yohan et il m'a dit comment il utilisait les recettes de cuisine pour commencer à introduire. Alors du coup, je vous ai fait une petite démonstration. Moi-même, je me suis essayée à l'exercice. Voilà, je vous le laisse pendant les questions. Je vous prends le micro. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Moi, c'était par rapport au conseil de protéger ses données quand on utilise une IA. Concrètement, en fait, ça veut dire quoi ? Savoir protéger ses données avec une IA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai entendu aussi à plusieurs reprises que l'on faisait des cadres, des chartes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, majoritairement les sites internet qui hébergent ChatGPT, Claude, Tutti Quanti, c'est pas hébergé en Europe, donc c'est pas protégé par le cadre de la RGPD, on ne pourra pas être protégé par la CNIL. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas partager ses données personnelles et les données confidentielles avec une intelligence artificielle aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour le moment. On peut créer des chartes, des règles du jeu, des règlements internes, mais il ne me semble pas qu'aujourd'hui il y ait de cadre légal qui ait été fixé sur l'intelligence artificielle. En outre aussi, on voit de plus en plus de cas aussi de manipulation de l'image. Vous avez des deepfakes où vous allez avoir des discours, des images, parfois c'est rigolo, mais pas toujours en fait. Donc ça peut aussi ruiner des vies pour les personnes qui sont innocentes, mais aussi ça peut générer beaucoup de bruit. Donc voilà, comme vous disiez, justement, comme il n'y a pas de cadre, le plus intéressant c'est d'essayer d'éviter d'introduire ces informations.
Donc on a comme option, vous pouvez avoir une certaine anonymisation, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, quand vous rentrez un cas sur un outil d'IA, essayez d'enlever des données personnelles ou essayez de donner, par exemple, il y a des entreprises avec lesquelles je travaille, même si on fait des analyses, mais on enlève les vrais montants, on enlève les vrais clients ou les vrais dossiers. En tout cas, c'est pour éviter justement que ces données se retrouvent entre des mains malveillantes. Bonjour, Michael, donc je suis conseiller numérique au PIMS Médiation. Je vais vous donner en fait des questions de mes usagers et une question en particulier donc, sur la recherche d'emploi. Certains usagers se sont vus refuser leur lettre de motivation parce qu'elles ont été faites par IA. Alors, est-ce qu'il y aura au niveau des entreprises, est-ce qu'on va partir sur... comment dire, les entreprises vont accepter que les lettres de motivation soient faites par l'IA, puisque de toute façon, de plus en plus, on va utiliser cet outil, où effectivement, il faudra faire attention à l'avenir de donner sa patte personnelle en fait, au niveau de la lettre de motivation. J'ai pas eu écho de cette situation encore. Là, on est vraiment quelque part aux prémices. C'est-à-dire que là, tout le monde, même si l'IA existe depuis très longtemps, que ce soit les usagers comme les entreprises, aujourd'hui, ça commence à rentrer dans leur quotidien. Je ne vais pas parler au nom des entreprises, parce que là, c'est vraiment lié à un recruteur. Aujourd'hui, à notre niveau, on n'a pas eu ce type de retour. Donc là, je ne sais pas si c'est un cas isolé ou si c'est récurrent dans les personnes que vous accompagnez. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, le plus important, c'est la relation humaine. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était ce qui a été rapporté au candidat, à savoir votre CV a été fait par une IA et véritablement c'est un obstacle, ou si c'était une autre situation qui fasse que je donne ce prétexte-là et je ne rencontre pas la personne. Voilà, il faudrait, parce que là on est sur un cas isolé, c'est pas quelque chose... Alors j'ai le retour. J'ai le retour du recruteur et effectivement c'est parce que du coup la lettre de motivation a été faite par l'IA et c'était visible. Et effectivement au niveau du recruteur, voilà, on m'a dit que voilà, moi les lettres de motivation faites par IA, il n'y a pas de motivation, c'est voilà, on rentre juste un prompt et la lettre se fait automatiquement. Est-ce qu'il y aura une sensibilisation auprès des entreprises à l'avenir? Est-ce qu'on tend sur une sensibilisation pour, voilà, effectivement, que nous, après, en atelier, on puisse travailler sur l'IA, puisque de toute façon, l'IA va devenir de plus en plus utilisée. Mais il faut que derrière, il y ait une sensibilisation auprès des entreprises. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on accompagne les demandeurs d'emploi comme on accompagne les entreprises. Ce que vous m'apportez là comme expérience que vous avez vécue, effectivement, on va s'en servir également pour accompagner les entreprises. Mais aujourd'hui, j'ai pas de récurrence et j'ai pas. C'est pour ça que ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est un cas isolé ou véritablement est-ce que ça va se reproduire, parce qu'on est quand même au début de tout ça. Donc, il faut voir comment ça évolue. Mais notre rôle également, c'est d'accompagner l'entreprise et d'accompagner l'entreprise dans les nouvelles technologies qui existent. Merci. Pour compléter votre réponse, je donne la parole à Monsieur Delrieux qui travaille à Château-Silleul. Bonjour, moi je suis employeur, je dirige un service d'aide à domicile, donc je voulais répondre à monsieur concernant la lettre de motivation. Donc je me désole déjà de voir beaucoup trop rarement des lettres de motivation. Et moi, en tant qu'employeur, vous demandiez si les employeurs allaient... je ne sais pas comment vous avez formulé ça, mais du moins, ça allait se normaliser. Les employeurs allaient admettre les lettres de motivation. Je regrette de ne pas me souvenir comment vous l'avez dit, parce que j'ai trouvé ça quand même un peu curieux, enfin, de mon point de vue. Moi, une lettre de motivation générée par intelligence artificielle, ça ne m'intéresse pas. L'IA a certainement beaucoup d'applications, on a vu pas mal d'angles qui
qui donne quand même des perspectives. On a vu aussi la prudence que tout un chacun peut nourrir à l'égard de cet outil. Mais si c'est pour se faciliter la vie et puis pour donner une vision de soi-même qui n'est pas sincère, en tant qu'employeur, moi je peux vous dire que je vais les traquer, ces candidatures-là, et que je n'en veux pas. Enfin, je vais traquer. J'essaierai de discerner ça. Au départ, il y a un problème dans le contrat de confiance. Je suis même vexé que quelqu'un essaye de me rouler dans la farine comme ça. Voilà, je m'énerve un peu, c'est pas la peine. N'en veuillez pas. Juste pour compléter le propos, je pense que là on est dans une problématique qui va au-delà de l'IA, c'est-à-dire que cette difficulté-là, on pouvait la rencontrer avant que l'IA n'arrive. Le demandeur d'emploi qui faisait un copier-coller d'une lettre de motivation, le recruteur, à juste titre, effectivement, pouvait la rejeter au motif qu'il n'y avait aucune personnalisation dans la candidature. Voilà, finalement, est-ce que là on est vraiment sur une problématique liée à l'IA? Je ne crois pas. C'est pour ça que la relation humaine reste primordiale, véritablement. C'est très intéressant votre intervention parce que c'est important de voir l'autre côté aussi. Des personnes qui embauchent justement et qui sont face à ces résultats de production d'intelligence artificielle. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais ce que je voulais dire, c'était pas que l'IA va faire tout le travail à notre place et on ne fera plus rien. C'était surtout une question de trouver quelles sont les tâches répétitives, peut-être sans valeur ajoutée au niveau intellectuel, au niveau de la créativité, au niveau de la responsabilité, et que l'IA puisse aider dans ce cas-là. Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si... Oui, oui. Et là, et je comprends quand vous dites, si je reçois une lettre de motivation qui ne me montre pas de motivation, pourquoi je devrais la considérer? Et je trouve ça très juste. J'ai eu le cas, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis aussi, j'ai eu le cas d'une personne qui était en situation de réfugié politique ici, qui avait beaucoup de compétences, mais qui ne maîtrisait pas le français à l'écrit, hein, en tout cas, et le métier auquel elle prétendait ne l'exigeait pas. Mais par contre, j'ai vu comment l'IA a pu l'aider, parce qu'en fait, elle a rédigé ses compétences, elle a rédigé ses motivations, mais comme son niveau n'était pas suffisant pour être considéré, donc elle a fait appel à une outil d'intelligence artificielle, peut-être pour corriger des phrases, peut-être pour proposer des tournures, peut-être, comme on se disait tout à l'heure, pour révéler des compétences, hein, comme vous disiez, qui n'étaient pas forcément claires dès le départ. Donc là, l'IA est plus un assistant, comme on pourrait avoir une personne aussi. Évidemment, la personne doit avoir beaucoup plus de valeur, mais qui va donner des indications comme quoi, attention, peut-être qu'ici, il y a trop d'erreurs, ou peut-être cette lettre n'est pas claire. Peut-être que si on lit ça, c'est pas compréhensible. Mais par contre, je suis d'accord avec vous. Si on remplace l'IA par toutes les activités à forte valeur ajoutée, on va voir qu'une chose, c'est de la baisse de qualité. C'est de partout, à tous les niveaux, que ce soit des personnes, je ne sais pas si vous voyez sur LinkedIn par exemple, la plupart des publications, elles ont été faites avec l'IA, même les images sont faites avec l'IA, et comment on se rend compte? Il y a des termes, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on dit crucial, alors que c'était un excellent mot qui voulait dire beaucoup de choses en français, maintenant il est associé à l'IA, des tournures sont associées à l'IA. Donc en fait, au final, on a cet excès d'informations qui n'apporte pas grand-chose. Et là, je pense que ça peut être le danger de l'usage de l'IA. C'est justement quand on remplace le vrai travail, les vraies réflexions, par des contenus standards, parce qu'il faut bien publier, parce qu'il faut bien dire quelque chose. Mais en tout cas, pour les candidatures, je pense que c'est plus un outil pour aider les personnes, pour se dire, même pour donner de la motivation aussi, parce que je sais que les personnes, quand elles sont en recherche d'emploi, elles manquent de confiance, elles se retrouvent aussi dans une situation où elles doutent d'elles-mêmes. Et là, je pense que l'outil peut être intéressant dans ce point-là. Mais par contre, de l'écrire à la place, je comprends. Sinon, vous embauchez l'IA, vous n'allez pas embaucher une personne. Pour faire de l'aide à domicile. Donc, je suis tout à fait d'accord. Vous avez quasiment dit tout ce que je pensais. Mais pour en venir par rapport aussi à la question de Mickaël, par rapport à l'écriture d'une lettre de motivation, des fois la personne elle va juste écrire un prompt, s'arrêter. J'ai besoin d'une lettre de motivation pour tel poste, entrer,
hop, elle fait un copier sur Word, elle imprime. Le gros souci qu'il y a derrière, c'est en fait le manque de formation sur l'intelligence artificielle, comment l'utiliser en bonne intelligence. Ça veut dire que, moi je leur dis toujours, voyez un entonnoir. Vous posez votre question de base, vous voyez la première lettre de motivation, vous la lisez, et reposez l'autre question en affinant, en disant oui, mais moi j'ai fait plutôt ça comme métier auparavant, j'ai pas fait ça. Et on affine, et on affine. Pour les personnes qui sont allophones, qui ne savent pas écrire ou qui peuvent avoir des troubles dyslexiques, ça peut être extrêmement utile, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à la première réponse. Et ça, c'est un gros souci, que les plus jeunes, aujourd'hui, se font avoir à l'école avec ça. Pour écrire un exposé, ils prennent la première réponse, hop, et on peut très vite voir qui c'est qui a écrit avec ChatGPT, ou qui c'est qui l'a écrit avec Wikipédia et des recherches sur Internet. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on accompagne les demandeurs d'emploi, mais aussi accompagner les entreprises. Parce qu'effectivement, on aurait un peu ce réflexe en disant il a utilisé ChatGPT, donc forcément, il l'a fait. C'est l'IA qui l'a fait à la place de la personne. Et là, je vous rejoins, c'est-à-dire que dès lors où ça devient un outil qui peut permettre de ne pas faire de faute d'orthographe, enfin d'essayer de passer l'étape de j'ai écrit, mais comme je ne sais pas super bien me vendre, je ne sais pas quoi écrire, et en plus je ne maîtrise pas toujours exactement l'orthographe, donc je vais me faire aider par un outil, pour au moins passer la barrière de on va me contacter, et c'est pour ça que je dis, ça ne remplacera pas la relation humaine. Hein. Et dans l'accompagnement, tout à l'heure je disais d'une entreprise, c'est ok, vous avez la candidature, probablement qui s'est fait aider par une IA ou pas, donc après, il faudra arriver à discerner ce qui est de l'IA ou pas, qui n'est pas de l'IA. Mais derrière, ça ne va pas remplacer la rencontre humaine. Parce que rien ne remplacera une vraie rencontre humaine. Parce qu'une embauche, c'est d'abord une rencontre humaine. Au fur et à mesure que j'écoute, moi j'ai plein de questions. Alors, ça part dans tous les sens. C'est un truc de fou. Ouais. C'est beaucoup de questionnements, je trouve. C'est un sujet très riche, en fait. J'ai envie de dire, là, on le porte à un demandeur d'emploi, mais moi, j'ai reçu dans mon univers de travail, je ne citerai pas d'exemple, mais dans des relations institutionnelles ou partenariales, j'ai reçu des courriers, et clairement, pour avoir un minimum de style, quand on a fait un peu de littérature, on a clairement l'expression d'une IA, quoi. Et là, je me dis, mais enfin, et là, quand c'est quelqu'un qu'on aime bien, on se dit, putain, fais chier, quoi. Non. Là, il y a une insincérité aussi, je trouve. Et là, on n'est pas dans quelqu'un qui est dans le besoin de postuler. On est clairement dans un collègue ou dans un rapport plus institutionnel qui vous écrit en l'associé. Moi, j'ai même fait, du coup, je m'y suis essayé. Et en essayant, je me suis dit, bon, alors le texte, il est pas mal. Alors, j'ai un effet d'entonnoir. J'ai dit, est-ce que tu peux mettre un peu d'humour? Est-ce que tu peux mettre un peu de machin? Et puis là, ça s'adresse, je travaille avec les jeunes. Là, comme ça s'adresse à des jeunes, donc est-ce que tu peux mettre d'un côté un peu plus direct, avec des tues, avec des machins? Effectivement, elle le fait. Hein, l'IA le fait. Mais ça reste quand même insipide. Alors je me dis, je me dis, quand est-ce qu'on va arriver à quelque chose qui me ressemblerait finalement? Et c'est là que la déshumanisation, elle est en cours, ou pas. Alors je sais pas, voilà. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est là? C'est la relation entre l'IA et l'humain est en question. Les IA pro, elles sont payantes. Aujourd'hui, certaines IA sont relativement gratuites. Mais jusqu'à quand? Et on parlait tout à l'heure d'accélération. Donc, et le problème aussi des gens qui restent sur le carreau parce qu'ils ne sont pas capables d'accélérer. Moi, je vois les jeunes qu'on reçoit, je parle de jeunes, donc c'est une nouvelle génération. Je m'en inquiète un peu, quoi. Je me dis, il y en a, ils sont loin. Vous parliez tout à l'heure, beaucoup de gens sont à la fracture numérique, c'était déjà le cas. Alors, en plus, avec l'IA, c'est déjà conceptuellement, c'est compliqué. Après, bon, ils peuvent y accéder parce que finalement, ils y trouvent des facilités. Mais après, bon, comment ils vont s'approprier le truc? Et est-ce que finalement, ceux qui vont très vite, et ceux qui vont très vite parce qu'ils utilisent l'IA et parce que l'IA leur permettra d'aller encore plus vite, parce que finalement, il va pas y avoir un décrochage. Donc, l'enjeu, c'est d'accompagner, évidemment. Tous les gens qui travaillent dans l'accompagnement le savent. Mais jusqu'à quand, enfin, est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on peut y arriver? Si je répondais oui, c'est utopique. Ça, c'est... Après, c'est vrai que la question, là, on est sur l'histoire de la fracture numérique. La fracture numérique, elle est extrêmement large. Elle a commencé il y a très longtemps avec l'arrivée des premiers ordinateurs. Aujourd'hui, dire qu'on peut résoudre la fracture numérique d'un claquement de doigts ou d'un coup d'IA, impossible. Utiliser les intelligences artificielles
pour permettre aux gens d'apprendre un peu plus, pas forcément d'utiliser l'IA pour écrire à la place d'eux ou de gagner du temps, mais utiliser cette technologie pour apprendre plusieurs choses. On a parlé d'apprendre des nouvelles langues, d'apprendre du langage informatique, ça peut arriver aussi, on peut très bien apprendre à coder en Java, en C++ ou Python, juste avec une intelligence artificielle. Ça évite aussi à la personne d'aller chercher des livres, la personne qui ne peut pas se payer une formation, elle pourrait aussi utiliser l'intelligence artificielle pour se forger. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut se dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas non plus une science exacte. C'est pas parce qu'elle va nous donner des réponses que c'est les meilleures réponses qui existent. Mais sur les grands sujets classiques qu'on peut avoir pour l'apprentissage, là oui, c'est super utile. Et je pense que pour les jeunes, c'est dommage qu'ils s'y intéressent pas plus, parce qu'on pense souvent que la nouvelle génération, c'est des personnes qui sont hyper connectées, on va pas se mentir, à part TikTok, Instagram, le reste, ça galère. Mais si jamais ils peuvent apprendre à s'en servir, même pour, de base, la rédaction d'un CV, vous faites de l'accompagnement avec les jeunes, c'est de ce que j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que vous avez déjà en fait essayé d'utiliser l'intelligence artificielle de Adecco? Voilà. Et en fait, ils ont une création de CV. Les jeunes, si jamais ils n'arrivent pas à mettre des mots sur des compétences, quand ils vont mettre les métiers qu'ils ont fait, ça va générer automatiquement les compétences. Et ils ne sauront pas forcément mettre ces mots-là. Et même moi, quand je vais les accompagner à faire un CV, je ne saurais pas forcément qu'il y a les compétences. Avant, la technique que j'avais, c'était d'aller sur le site internet de Pôle emploi, de sortir les fiches compétences et de dire « est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ça ?» Et à partir de là, je faisais un CV. Et là, du coup, ça, c'est un outil d'intelligence artificielle qui peut être vraiment génial. Je l'ai testé lors des job dating qu'il y avait eu au centre social, parce que les jeunes avaient oublié de venir avec leur CV et j'ai très peu de temps vu le nombre de personnes que j'accompagne. Ça a matché. Et ils étaient vraiment contents d'utiliser ça, de dire ouais merci, j'avais 5 minutes pour faire un CV. Et ça c'est top. Mais après, est-ce qu'ils vont suivre derrière le numérique? Ça, on pourra jamais le dire. Merci, je suis désolée, on va devoir conclure parce qu'on a en plus un petit peu dépassé l'horaire. Je reviens une dernière fois sur ce petit nuage de mots. Ah bah super excitant. Hop. Eh bien, on n'a pas beaucoup de changements finalement par rapport au début. On a toujours ce mot révolution qui apparaît en grand. Outil époustouflant qui est apparu. Merci à vous. Le mot mystère, avenir, robot et nouvelle. Donc encore un petit peu d'inquiétude, mais quand même une envie d'aller vers une révolution, un avenir, quelque chose. Merci à tous d'avoir partagé vos réflexions. Du coup, on a vu le sujet de l'IA est hyper vaste. On a vu tous les aspects sociaux, les aspects éthiques et surtout côté emploi. Je voulais aussi, pour conclure, ne pas oublier les aspects écologiques de l'IA. Un prompt sur ChatGPT, c'est égal à 10 recherches sur Google en termes de consommation énergétique. Il y a une étude récente du média Medium qui considère que l'empreinte carbone journalière de ChatGPT ça équivaut à 12 années de consommation de chauffage électrique pour une maison française de 110 mètres carrés. Voilà, je vous citerai juste une phrase que j'ai retenue lors d'un de mes nombreux webinaires sur l'IA. Alors je ne peux pas vous citer la source parce que je ne l'ai pas. Faire une simple recherche Google avec ChatGPT, c'est comme couper son pain avec une scie électrique. Voilà, donc ça nous amène à un point essentiel, c'est que l'IA c'est un outil puissant, mais on doit l'utiliser avec discernement et responsabilité, chacun dans nos domaines respectifs, que ce soit l'emploi, l'accompagnement, les démarches, la médiation sociale. On peut réfléchir aux moyens de tirer parti de ses avantages, et tout en limitant des aspects négatifs. Donc cette conférence, merci à tous, ça n'a fait qu'introduire finalement une réflexion sur l'IA. Et du coup, ça doit inclure tout le monde aujourd'hui, tous les techniciens, les décideurs, les associations et les usagers, évidemment. Pour construire un avenir ensemble plus numérique, inclusif, éthique et responsable. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et bonne journée.